Bonjour à tous et bienvenue chez French Listen. Je suis Sandra Delacroix, ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Avec moi, comme toujours, je partage le micro avec Bernard. Salut Bernard. Ah, salut Sandra, salut à toutes et à tous. Ouais, je suis super content parce qu'on va plonger aujourd'hui, enfin, dans un vrai bain de conversation française. Et spécialement pour les débutants. Donc, si vous débutez, relax, c'est l'endroit parfait. Oui, alors on sait que les premiers échanges, ça peut, tourner un peu à la catastrophe parfois. Je me souviens, la toute première fois que j'ai essayé de commander une baguette, à Paris, toute fière, et au final j'ai balbutié « une baguette cils, baguette cils ». Le boulanger m'a juste souri. C'était, un grand moment de solitude, mais aussi c'est comme ça qu'on apprend. Mais ouais, et tu t'en es sorti, hein? Bon, aujourd'hui, on va vous donner plein d'astuces et de petites anecdotes pour tout ça. On commence? Alors, première étape, et vraiment la base de tout, c'est la salutation en France. C'est pas juste un petit mot, c'est une vraie clé sociale, non? Oui, exactement. Bonjour, c'est indispensable, partout et tout le temps, ou presque. Et aussi salut pour les situations plus détendues. Ou la fameuse question « ça va ?» Allez, faisons comme si. Sandra, moi je suis le client qui arrive à la caisse du supermarché. Tu veux bien jouer la caissière? Allez. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Et vous? Voilà. Bon, petite parenthèse qu'on me pose tout le temps. Pourquoi ce fameux « vous » tout de suite? Pourquoi pas « tu » tout simplement? Ah, super question. Le « vous », ça met une distance, enfin, une politesse, on va dire. Avec les inconnus, c'est recommandé vraiment. Le « tu », c'est pour les amis, les enfants, pas avec la caissière ou votre chef. Ouais, évitez de tutoyer votre banquier. C'est un conseil d'amis. Bon, imaginons qu'on veuille en savoir un peu plus sur la personne en face. Comment tu t'appelles? C'est un classique. On dit « comment tu t'appelles ?» ou en version plus formelle « comment vous vous appelez ?» Et la réponse c'est « attends, je perds mes mots là. Je m'appelle Bernard. » Voilà. Il y a aussi la version super polie, pour demander discrètement, tu vois. Votre nom, s'il vous plaît? Mais attention à ne pas mélanger le prénom et le nom. Oh, je confirme. Un jour, pendant un quiz linguistique, j'ai répondu Bernard au lieu de donner mon nom de famille. Grosse confusion pendant 10 minutes. Tout le monde croyait que j'avais inventé un nouveau prénom. Franchement, c'est le genre de petits moments gênants qui arrivent facilement. Mais c'est comme ça qu'on apprend à rire de soi. Et sérieusement, personne ne va se moquer. On a tous confondu nom et prénom au moins une fois. Alors, après le nom, on aime savoir comment va la personne. C'est presque un réflexe. Ça va? Il y a 1000 manières de répondre, tu trouves pas? Genre, bon, écoute, ça va, je vais bien, pas mal. Ou même, tu sais cette variante, bof. Attends, on fait un petit jeu? Je te pose la question, tu varies ta réponse, ok? Salut Bernard, ça va? Oui, ça va. Encore. Et avec l'intonation surprise. Oh ben, oui, ça va, merci. Et version un peu fatiguée? Ouais, pas mal. Voilà, tout passe dans l'intonation. Mais souvent, tu l'as remarqué, les Français répondent « ça va », même quand ça ne va pas du tout. C'est vrai, c'est un genre de réflexe culturel, disons. Parfois, on répond un peu par automatisme, alors pas de panique si votre interlocuteur ne s'étale pas sur sa journée tout de suite. On continue? Tu vois, pour commander dans un café ou au resto, franchement, c'est plus simple que ce qu'on pense. Le mot magique, c'est « s'il vous plaît », toujours. Genre « un café s'il vous plaît » ou tout bête, l'addition s'il vous plaît. Et aussi, un petit sourire, tu sais. On le joue? Moi, je commande. Tu joues la serveuse. Allez. Bonjour monsieur, vous avez choisi? Oui, un café s'il vous plaît. Et un verre d'eau aussi, si c'est possible. Bien sûr, tout de suite. Et pour partir, il suffit de demander l'addition s'il vous plaît. Simple, non? Mais Sandra, t'as un conseil pratique, non? Oui, osez utiliser les gestes, vraiment. Un petit signe de la main, ça aide si vous bloquez sur un mot.
Et personne ne vous jugera, je vous assure. Alors, imaginons qu'on est perdu. Ça t'est déjà arrivé, Bernard? Oh, tout le temps. Surtout à Bordeaux. Attends. Bref, les phrases magiques. Où est? Genre, où est la gare? Ou bien, comment aller à... Oui, ça marche pour tout. La gare, le musée, la boulangerie, ce que vous voulez. Et petite astuce perso, pour éviter la panique, je fais toujours semblant d'être super détendue, même si je suis perdue. Je dis juste « Excusez-moi, où est la station de tram, s'il vous plaît ?» Ça a sauvé ma peau pendant mon premier séjour à Bordeaux. J'avais l'air sûre de moi, alors qu'en vrai, pas du tout. On voit que la confiance, même feinte, ça aide. On passe à l'heure? Ah, ça c'est indispensable. La base, c'est « Quelle heure est-il » Et en réponse, par exemple, « Il est 8 heures. » « Il est 12h30. » Mais tu sais, Sandra, parfois, il y a un petit piège. Oui, j'ai déjà confondu écart et demi. Une fois, j'ai donné rendez-vous à 12h15 au lieu de 12h30. Je me suis retrouvée toute seule sur la place pendant 15 minutes en attendant. C'était génial, vraiment. Dans la vie de tous les jours, on utilise plus souvent juste l'heure numérique, genre « il est 5 heures ». Mais à l'écrit, c'est plus formel. 17 heures, par exemple. Un petit détail culturel. Bon, si on veut aller un peu plus loin, parler de soi, quelle question utilises-tu? Tu viens d'où? Ou vous venez d'où? Tout dépend, on l'a vu, hein. Et puis, tu fais quoi dans la vie? Et pour partager ces centres d'intérêt, genre... Bon, faute d'originalité, je raconte toujours mon histoire de champignons à Paris. Au début, expliquer ma passion pour les cèpes et les morilles en français, j'ai galéré franchement. J'ai failli dire « je chasse des parapluies » au lieu de champignons. L'angoisse. Mais c'est aussi ça, se présenter, parler de ce qu'on aime. C'est comme les oiseaux pour moi, tout le monde finit par deviner. On progresse, dialogue après dialogue. N'oublions pas la politesse, hein. Les mots magiques « merci »,« de rien »,« excusez-moi »,« s'il vous plaît ». C'est fondamental. La politesse, en France, ouvre bien des portes, même si on oublie parfois, hein. Oui, par exemple, l'autre jour, j'ai commandé un pain au chocolat. J'étais un peu distraite, j'ai juste dit « un pain au chocolat ». Silence. Puis « oh, merci ». Comme si j'avais laissé tomber un objet précieux. On se rattrape, vite fait, bien fait. Dans la rue, au resto, partout. Ces quelques mots montrent le respect. Ça change tout. J'insiste, même dans la galère linguistique, un merci, c'est une victoire. Bon, alors, petit récapitulatif. On a vu ensemble comment saluer, demander un nom, donner l'heure, parler de soi, commander au café, tout ça, et surtout, comment rester poli. Oui, le plus important dans tout ça, c'est d'oser. D'oser essayer, se lancer, même si c'est un peu bancal, même si on se trompe. Apprendre ensemble, c'est 1000 fois plus simple et, franchement, plus rigolo. Pratiquez ces petites phrases dans la vraie vie, ou alors partagez-nous vos histoires, qu'on rigole ou qu'on apprenne avec vous. On adore ça. Merci Bernard pour ta bonne humeur, comme toujours. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, avec de nouvelles situations à explorer. Bonne pratique à tous, et à très bientôt sur French Listen. Merci Sandra, merci à toutes et à tous. À la prochaine et persévérez, ça vaut le coup. Salut. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une mission bien précise, un défi que beaucoup connaissent. Décortiquer la bête, le fameux examen du DELF B2. Ah, la bête, oui. On a une pile de documents pour ça, le manuel officiel, des articles de profs, des guides de cours en ligne et même une vidéo de formation. L'objectif, c'est vraiment de transformer tout ce savoir en une stratégie. Un vrai plan de bataille. C'est ça, un plan de bataille pour réussir. Et c'est plus qu'un examen, en fait. C'est un sésame. Parce que le DELF B2, ce n'est pas juste un test de langue. C'est un diplôme officiel du ministère de l'Éducation nationale et il est valable à vie. Valable à vie, c'est important de le souligner.
Absolument. Plusieurs sources le rappellent, c'est la clé qui ouvre les portes des universités francophones. En gros, c'est la preuve officielle qu'on est devenu un utilisateur indépendant de la langue française. Et qui dit officiel dit souvent structure intimidante. Quand on regarde le détail, il y a de quoi avoir un peu le vertige. 4 épreuves, 4 montagnes à gravir. Compréhension orale, compréhension écrite, production orale. Exactement. Chacune sur 25 points. Le manuel est très clair là-dessus. Il y a 2 règles d'or. La première, ça va Hélène, avoir la moyenne, 50 sur 100. Mais la seconde... Ah, la seconde. C'est là que le piège se referme. C'est la règle éliminatoire. Il faut absolument, et j'insiste, avoir un minimum de 5 sur 25 dans chacune des 4 compétences. C'est terrible. On peut avoir un score global incroyable et échouer à cause de ça. C'est brutal, mais ça a une logique. On peut avoir 95 sur 100. Si on obtient 4 en compréhension orale, c'est l'échec. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, je vois surtout le côté impitoyable. Quelle est la logique derrière ça? La logique, c'est d'éviter les spécialistes. L'examen veut certifier une compétence équilibrée. D'accord. Avoir 25 en écrit, mais 4 en oral, ça veut dire qu'on peut, écrire une thèse, mais pas commander une baguette. Le diplôme garantit qu'on peut interagir dans toutes les situations. C'est une garantie de polyvalence, en somme. Exactement. J'ai lu un exemple sur un forum, un candidat qui avait eu 85 sur 100, mais 4,5 en oral. Éliminé. Ça montre bien que ce n'est pas une suggestion. D'accord, le message est clair. Alors, comment on fait pour être bon partout? En lisant nos sources, il y a un outil qui revient tout le temps, présenté comme l'arme secrète. Le brouillon. Le brouillon, ça paraît si simple. Mais c'est bien plus qu'un bout de papier. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste pour la rédaction. La vidéo Fordelf est géniale là-dessus. Elle montre que c'est le poste-commandement pour toutes les épreuves. Ah oui, même pour l'oral? Surtout pour l'oral. Pour la production orale, pendant les 30 minutes de préparation, on ne rédige pas un discours, on jette des idées, on dessine un squelette logique. C'est un outil pour penser, pas pour écrire. Et pour les épreuves de compréhension, où on a l'impression d'avoir si peu de temps, ça ne semble pas un peu contre-intuitif d'en plus prendre le temps d'écrire? C'est pourtant là qu'il est le plus vital. En compréhension orale, c'est une bouée de sauvetage. D'accord. L'audio défile et on note frénétiquement des mots-clés, des dates, mais surtout les fameux connecteurs logiques. On entend par conséquent, né en voix, même si on rate des mots, ces balises permettent de suivre le raisonnement. On ne subit plus le flux en fait, on le cartographie. C'est exactement ça, une écoute active. Et pour la compréhension écrite, c'est le même principe. Le conseil qui revient partout, lire les questions avant le texte. Ah, ça c'est un classique. Un classique qui change tout. On note les mots-clés des questions sur le brouillon, et du coup, quand on lit le texte, on le scanne. On est en mission, on cherche des réponses précises. D'accord, le brouillon c'est notre quartier général. Il nous aide à structurer. Mais là, on touche à un autre point fondamental. Le correcteur ne cherche pas juste à savoir si on parle français, il cherche à savoir si on pense en français. Et pour ça, il y a ce deuxième pilier. Les connecteurs logiques. Exactement. C'est le marqueur ultime du niveau B2. Ce ne sont pas juste des mots de liaison, ce sont les rouages visibles de la pensée. Passer de « mais » à « toutefois » ou « néanmoins », ce n'est pas juste pour faire joli. C'est montrer une maîtrise plus fine. C'est montrer qu'on conçoit la pensée directement avec la nuance que permet le français. La source France Podcast donne des listes entières. Pour la concession, certes, bien que en dépit d'eux. Pour la conséquence, c'est la raison pour laquelle. C'est un code. Un code qui dit « je maîtrise la logique de votre langue ». L'exemple qu'il donne est parfait. Il va au travail, bien qu'il soit malade. Ah oui, avec le subjonctif. Voilà. Cette seule phrase en dit plus qu'un paragraphe entier de vocabulaire simple. Pareil pour la conclusion. Au lieu d'un simple « pour conclure », utilisez « en somme » ou « pour tout dire » montre une aisance. Bon. On a nos armes à main, le brouillon pour la structure, les connecteurs pour la fluidité. Allons sur le terrain. L'épreuve qui terrorise le plus de monde, la production écrite. 1 heure. 250 mots. Le chrono qui tourne, la feuille blanche. L'angoisse. C'est un défi de méthode avant tout. L'article de Frenchy Conversation le décompose très bien. La clé, encore et toujours, c'est la structure. Le squelette. Oui, l'examinateur doit le voir en un coup d'œil. Ça commence par l'intro en 3 temps. Une phrase d'accroche, la reformulation de la problématique et l'annonce du plan. Ah, le fameux « dans un premier temps nous verrons », puis « dans un second temps ». J'avoue, ça me fait toujours un peu tiquer.
Ça ne sonne pas un peu scolaire, robotique? C'est une excellente question. Et la réponse est nuancée. Bien sûr, si le contenu est vide, la structure ne sauve rien. Mais il faut voir ça comme un contrat de lecture. Un contrat de lecture. Oui, En annonçant le plan, on dit au correcteur « Voilà où je vous emmène, suivez-moi, ce ne sera pas le chaos ». C'est un squelette, oui, mais la chair qu'on met autour, les arguments, les exemples, c'est ça qui le rend vivant. La clarté prime sur l'originalité de la forme, à ce niveau. d'accord, vu comme ça. C'est un guide pour le lecteur. Et pour le développement, la chair. 2 ou 3 paragraphes. Et une règle d'or, un paragraphe, une idée. Chaque paragraphe développe un argument, introduit par un connecteur, puis illustré par 1 ou 2 exemples concrets. L'exemple est crucial. Indispensable. Un argument sans exemple, c'est une affirmation en l'air. Un exemple sans argument, c'est une anecdote. Il faut les deux. Et la conclusion, qu'on est souvent tenté de bâcler. Grosse erreur. C'est la dernière impression. Elle doit faire 2 choses. Synthétiser brièvement les points principaux pour boucler la boucle. Voilà. Et ensuite, l'élément qui fait la différence. Ce que les sources appellent une ouverture. On termine par une question plus large, une projection. Ça montre qu'on a pris de la hauteur. Intéressant. On apprend à construire une argumentation et finalement, c'est exactement ce qui est testé dans l'épreuve inverse, la compréhension des écrits. C'est un miroir parfait. 1 heure, 2 textes. Le manuel du candidat est très pragmatique. La meilleure stratégie, c'est de pirater l'épreuve. Pirater. Oui, on lit les questions avant le texte. Ça transforme une lecture passive en une chasse au trésor. On sait ce qu'on cherche. On gagne un temps fou, j'imagine. Et pendant cette chasse, il faut être actif. Absolument. On surligne, on annote, on repère les dates, les chiffres, mais surtout on essaye de lire entre les lignes. Quel est le ton de l'auteur? Critique? Ironique? Repérer la prise de position est souvent la clé des questions les plus fines. Passons à l'oral. La partie sans filet. D'abord, la compréhension. C'est la hantise universelle. L'enregistrement démarre, on rate un mot, puis un deuxième, et c'est la panique. Le cerveau se déconnecte. C'est une peur légitime, mais il faut la désamorcer. Toutes les sources le disent, l'objectif n'est pas de tout comprendre mot pour mot. C'est la quête du sens global. Exactement. Si un mot est inconnu, la pire chose à faire, c'est de bloquer dessus. Il faut l'ignorer et se raccrocher au reste. Le contexte, les mots-clés sur le brouillon, le ton des gens. Est-ce un débat animé? Une interview calme? Ça donne déjà 50% de la réponse. Mais attends, j'ai vu une subtilité dans le manuel. Le nombre d'écoutes n'est pas toujours le même. Parfois, c'est une seule écoute. Ah, Ça me paraît presque mission impossible. c'est la douche froide pour ceux qui ne sont pas préparés. Pour un document long, on a 2 écoutes. Mais pour un flash info, un message sur un répondeur, c'est souvent une seule et unique écoute. Pas de deuxième chance. Waouh! Ça veut dire qu'il faut être à 110% de concentration dès la première seconde. C'est un sprint, pas un marathon. C'est là que l'entraînement à noter vite sur son brouillon devient une compétence de survie. C'est brutal. Et après ce sprint, on enchaîne avec le marathon. La production orale. 30 minutes de préparation, 20 minutes face aux examinateurs. La pression est à son comble, mais c'est l'épreuve la plus prévisible. Son déroulement est millimétré. Première partie. Le monologue, suivi, 5-7 minutes. Pendant la préparation, on analyse un article. Le but, identifier le thème, la problématique, et construire sur son brouillon le même plan que pour l'écrit. Intro, argument, conclusion. C'est ça, on présente sa réflexion de manière structurée. Donc c'est la même compétence que pour l'essai écrit, mais à l'oral. S'entraîner pour l'un, c'est s'entraîner pour l'autre. C'est tout à fait ça. Les compétences sont transversales. Mais là où ça se corse, c'est la deuxième partie. Le débat. Voilà. Après le monologue, l'examinateur se transforme en contradicteur. Il pose des questions, il challenge nos idées. Le but n'est plus d'exposer, mais de défendre son point de vue. Et là, il ne suffit pas de répéter bêtement son monologue. Il faut de la répartie. Précisément. Il faut écouter, réagir, nuancer sa propre pensée. Le manuel donne des formules précieuses pour ça. Je comprends votre point de vue, toutefois, ou c'est une remarque pertinente, cependant. C'est la capacité à interagir qui est évaluée. On doit prouver qu'on n'est pas un robot qui récite, mais un interlocuteur capable de débattre. D'accord, le tableau est complet. Concrètement, comment on se prépare à tout ça? Comment on organise son camp d'entraînement? Les sources convergent sur une stratégie en 3 points. D'abord, le vocabulaire. Mais pas n'importe comment.
La source Commu Français liste les thèmes récurrents. L'environnement, les nouvelles technologies, le monde du travail. La santé aussi, j'imagine? Oui, la santé, les études. Il faut donc lire la presse sur ces sujets. Ça permet d'acquérir non seulement des mots, mais aussi des idées et des exemples à ressortir. Ensuite, deuxième point, la simulation. Faire des examens blancs. C'est non négociable. Il faut se mettre dans les conditions réelles, avec un chronomètre. C'est la seule façon d'apprivoiser le temps, de tester ses stratégies et de sentir la pression pour apprendre à la gérer. On ne découvre pas la partition sur scène. Jamais. Mais s'entraîner seul dans son coin, ça a des limites. Et ça, c'est un point qui revient en force dans toutes les descriptions de cours, que ce soit Preply, l'Alliance française. L'importance du feedback. C'est le point le plus crucial. Il est presque impossible d'évaluer soi-même la qualité de sa production. On est aveugle à ses propres erreurs. C'est vrai. Avoir un professeur, un coach, c'est avoir un miroir. Quelqu'un qui peut dire « Attention, tu fais toujours cette faute » ou « Ton argument est bon, mais ton exemple n'est pas pertinent ». Ce retour personnalisé, c'est ce qui transforme une préparation stagnante en une progression fulgurante. Donc, en résumé, si on synthétise les clés de la réussite, c'est d'abord de comprendre que tout est une question de structure. Absolument. Ensuite, faire du brouillon son meilleur ami. Son outil de pensée. Troisièmement, maîtriser les connecteurs comme un chef d'orchestre, pour lier les idées avec élégance. Et enfin, s'entraîner. Mais pas de manière chaotique. Une pratique ciblée sur les thèmes de l'examen. Et surtout, une pratique systématiquement corrigée. C'est cette boucle action, feedback, correction. C'est le véritable accélérateur de compétences. Tout à fait. Parfait. Pour finir, si on prend un peu de hauteur, quelle est la grande idée à emporter après avoir analysé tout ça? La grande idée, c'est de réaliser que le Delphi B2 est presque un prétexte. Au fond, ce qu'il évalue, c'est moins la langue que la capacité à organiser et à communiquer une pensée complexe. C'est intéressant comme perspective. Quand on y pense, les compétences qu'on développe pour le réussir, synthétiser, argumenter, débattre, ce sont les compétences fondamentales de la vie professionnelle et universitaire. C'est vrai. Réussir cet examen, ce n'est pas juste prouver qu'on parle français. C'est prouver qu'on est capable de réfléchir, d'analyser et de convaincre dans cette langue. C'est un passeport pour l'autonomie intellectuelle, bien au-delà de la salle d'examen.